Michel, bientôt 3 semaines de campagne électorale au Canada. Alors, quel bilan est-ce que vous faites jusqu'à maintenant de cette campagne? D'abord, avant toute chose, il faut dire que c'est une campagne beaucoup plus longue que ce qu'on n'a jamais connu dans l'histoire moderne du Canada. Alors, quelque chose comme 70 jours, là, on n'avait jamais connu ça. Alors, on est encore dans la saison des chalets, d'être au lac, de ne pas vraiment prêter beaucoup d'intérêt à la politique. Alors, est-ce que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant est très important dans la campagne? Peut-être pas. Hein? Le problème du Canada, c'est pas que l'hiver est trop long, c'est que l'été est trop court, alors les gens veulent en profiter. Alors, est-ce qu'ils écoutaient vraiment ce qui se passait? On ne le sait pas, on le saura plus tard. Cela dit, ça a été une campagne qui a été monopolisée par un procès, le procès d'un sénateur qui s'appelle Mike Duffy et qui habitait Ottawa, la capitale, mais qui était officiellement sénateur de l'île du Prince-Édouard et qui a fait payer ses dépenses de logement et de repas à Ottawa comme s'il restait dans son chalet de l'île du Prince-Édouard. Bon, je vous passe les détails, mais c'est un procès à saveur de corruption qui a vraiment embarrassé le gouvernement conservateur de M. Harper, puisque les principaux joueurs de cette histoire-là sont un sénateur conservateur, l'ancien chef de cabinet, donc le premier fonctionnaire d'État en quelque sorte de M. Harper, son successeur. Alors, c'est des proches de Stephen Harper. Qui sont impliqués et donc on sent que ce procès-là vient perturber considérablement la campagne des conservateurs et de Stephen Harper. On savait que la date du témoignage de Nigel Wright, qui était l'ancien chef de cabinet de M. Harper, était prévue d'avance. Même que tout le monde disait, ils ne vont pas faire une longue campagne puisqu'ils ne veulent pas avoir ça dans les pattes durant la campagne. Ils ont fait le pari inverse. Ils ont dit, si on fait une longue campagne, on va avoir plus de sous à dépenser puisque le nombre de jours joue sur le plafond des dépenses. Les dépenses sont plafonnées ici. Et là, donc, on va essayer de se servir de cet argent-là plus tard dans la campagne, mais ça veut dire une longue campagne. Puis les gens vont oublier ça, l'histoire de Mike Duffy, de Nigel Wright et tout ça. Ça a été très suivi, très, très suivi. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, les gens sont au chalet. Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils suivent pas? Est-ce qu'ils vont penser que c'est important ou pas? On le saura un peu plus tard. En tout cas, si on regarde le sondage qui a été rendu public aujourd'hui par le quotidien montréalais La Presse, où on voit que quasiment un électeur québécois sur deux se dit prêt à voter pour le parti néo-démocrate. Donc, on recommencerait la fameuse vague orange de 2011. On se dit que ça va quand même pas très bien pour les conservateurs. Au Canada francophone, au Québec en particulier, les conservateurs sont vraiment en difficulté. Déjà au Québec, sur 75 sièges au Parlement fédéral, ils en ont que 5. Ils pourraient peut-être même en perdre cette fois-ci. C'est clair qu'il y a un courant vraiment de fond pour dire non pas on va voter pour le nouveau Parti démocratique, la vague orange et tout, mais pour battre Stephen Harper. Ça signifie deux choses. Ça signifie d'abord que les gens vont voter de façon stratégique, ils vont prendre le parti le plus susceptible de défaire M. Harper. C'est vrai au Québec, mais jusqu'à un certain point, ça risque d'être vrai plus tard dans le reste du Canada. Ils ne sont pas à l'abri de ça, le vote stratégique non plus. D'autre part, au Québec en particulier, ça nuit terriblement au parti indépendantiste, le Bloc québécois, qui dit aux souverainistes, vous devez voter. Les souverainistes votent pour les souverainistes quand même. Hein? On reste dans la famille, mais il y a beaucoup de souverainistes cette année qui disent non, ma priorité, c'est pas ça, c'est de défaire le gouvernement de M. Harper et je vais voter ailleurs. Quels sont les grands enjeux de cette campagne électorale, Michel? Le premier enjeu, et de loin le plus important pour les électeurs actuellement, c'est est-ce qu'on donne un 4e mandat à Stephen Harper? Un 4e mandat dans l'histoire canadienne, là, la dernière fois que c'est arrivé, c'est au début du 20e siècle. Ça fait un siècle que c'est pas arrivé. C'est pas... Marqué dans la plupart des grandes démocraties, c'est rare que quelqu'un reste au pouvoir 10 ans. Hein? Alors donc, est-ce qu'on veut donner un autre mandat à M. Harper? M. Harper, lui, dit moi, j'ai bien gouverné, j'ai bien géré la crise économique de 2008. Le Canada s'en est mieux sorti que la plupart des autres pays. Donc, vous avez besoin d'un leader fort. Je suis ce leader fort. Je suis ce leader qui a bien pris soin de l'économie canadienne. Et donc, réalisez-moi. Vos pronostics à l'heure actuelle, c'est quoi? La campagne est beaucoup trop longue pour faire des pronostics. Et tant que les gens ne seront pas revenus de vacances, c'est un peu difficile à faire.
on commence à sentir, il y a quand même les sondages qui nous disent, et il faut toujours se méfier des sondages pris l'été, hein, mais les sondages nous disent que les 2 tiers des Canadiens veulent du changement. Est-ce que ça va se cristalliser dans un vote qui est éclaté entre le Parti libéral et le nouveau Parti démocratique, les 2 partis qui sont un peu à gauche du centre, ou bien si, au contraire, il va y avoir, vers la fin de la campagne, une espèce de ralliement au parti le plus susceptible de battre M. Harper. C'est ça qu'on ne peut pas encore prédire. Mais on comprend qu'il y a beaucoup d'électeurs fatigués de ce gouvernement-là. Toutes les questions éthiques au cours du procès du sénateur Duffy viennent hanter le gouvernement. Alors, jusqu'à maintenant, disons-le comme ça, M. Harper n'a pas eu une campagne très facile. Est-ce que ça va continuer? C'est difficile à dire. Mais si ça devait continuer, ça ne serait probablement pas une bonne chose pour lui. Il y a d'un côté une usure de pouvoir et de l'autre une volonté de changement des électeurs et la question donc de ce fameux vote stratégique finalement. Oui, parce que il faut dire qu'il y a quelque chose aussi d'assez nouveau. Le nouveau Parti démocratique, qui est le Parti social-démocrate ici, n'a jamais été au pouvoir au Canada. C'est les libéraux et les conservateurs qui se sont échangés le pouvoir depuis un siècle et demi. Là, ce serait la première fois qu'on aurait un parti. Alors au Canada, les conservateurs sont les bleus, les libéraux sont les rouges. Là, on aurait les oranges. C'est la première fois que ça arrive. Alors, il y a beaucoup d'électeurs, d'abord, qui n'ont jamais vu un gouvernement national du nouveau Parti démocratique. Les gouvernements provinciaux du nouveau Parti démocratique n'ont pas toujours eu la main heureuse. Alors, il y a ça aussi. Est-ce qu'on va... Le changement, c'est bien. Est-ce qu'on va tenter le changement avec quelqu'un qui n'a jamais exercé le pouvoir? À suivre. Merci beaucoup, Michel. Merci.